Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette discussion post-attentat que nous avons voulu mener autour de l'Arabie Saoudite, ce pays que l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud désignait récemment comme un Daesh qui a réussi. Je suis pour cela en compagnie de François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Bonjour François. Et nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes chercheur aux séries. Vous aviez publié, c'est un peu pour ça que vous êtes là, il y a déjà quelques années, un ouvrage intitulé « Les islamistes saoudiens, une insurrection manquée », c'était au PUF. Et dans cette même collection Proche-Orient précieuse des PUF, vous venez de publier, enfin c'était au début de l'année avec Bernard Rougier, « L'Égypte en révolution », avec un S à révolution, un pays où vous étiez basé encore récemment. Alors si c'était important pour nous que vous veniez dans nos studios du Passage Brûlon aujourd'hui, c'est parce que les attentats du 13 novembre ont relancé le débat sur le rôle possible de l'Arabie Saoudite dans le financement ou en tout cas le mécénat idéologique comme on entend parfois des djihadistes. On pourrait peut-être du coup commencer la discussion sur un autre passage de toujours ce texte de Kamel Daoud qui disait que Daesh avait une mère qui était l'invasion de l'Irak en 2003, mais aussi un père, l'Arabie Saoudite et son industrie idéologique. Est-ce que vous partagez cette idée ? Alors non, elle me semble en grande partie fausse. Il y a des éléments de vérité, comme toujours, mais dans l'ensemble, à mon avis, c'est très exagéré. Alors, les éléments de vérité, quels sont-ils ? Il est évident qu'il y a une certaine proximité sur des points théologiques entre l'islam de Daesh et l'islam saoudien, qu'on dit wahhabite ou salafiste. Et ils vont se retrouver effectivement, alors, à la fois sur des questions théologiques, et puis sur des questions d'approche de l'interprétation des textes en particulier, avec un très grand littéralisme qui est caractéristique de, là encore, ce qu'on appelle le salafisme. Mais il y a à mon avis deux comme différences importantes. La première, c'est que le salafisme en Arabie Saoudite, c'est pas seulement une doctrine religieuse, c'est quelque chose qui a donné naissance à un système politique. Et c'est un système politique qui est précisément construit sur une sorte d'équilibre entre le religieux et le politique, c'est-à-dire entre le message religieux qui est constamment bridé par une autorité politique, qui a d'autres enjeux, qui est mu par une autre logique, et qui fait que, en fait, vous avez ce système à deux têtes, on y reviendra peut-être, c'est un système que moi j'appelle un système bicéphale, qui fait qu'en particulier, voilà, dès le départ, vous avez le religieux qui voit son extrémisme, entre guillemets, tenu par le pacte qui le lie à une autorité politique. Et on le voit par exemple, je ne sais pas, on peut aussi en discuter plus longuement de ça, mais l'alliance avec les États-Unis, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui est du fait de l'autorité politique, qui est peut-être en contradiction avec le message religieux, mais que les religieux sont prêts à tolérer parce qu'ils se reconnaissent d'une certaine manière cette bicéphalité. Il y a deux sphères en Arabie Saoudite. Il y a d'un côté les princes, de l'autre les religieux. Les religieux, ils pensent prédication, c'est-à-dire da'wa en arabe, ils pensent voilà, à cette espèce de message qui est essentiellement un message moral, à ce puritanisme exacerbé que de leur point de vue, il s'agit de propager à la fois dans la société, mais aussi de diffuser à l'extérieur. Et puis d'un autre côté, il y a une autorité politique qui, elle, est relativement pragmatique dans ses choix politiques. On le voit en politique étrangère tout au long du XXe siècle, on a une Arabie Saoudite qui se positionne en fonction de ce qu'on pourrait presque appeler la raison d'État. Hein, donc elle va s'allier avec les Américains parce que c'est les plus forts et parce qu'elle considère que c'est dans son intérêt comme État de le faire. Elle va soutenir des acteurs qui, quelquefois, sont en contradiction avec le message religieux. Alors, on peut remonter, par exemple, à la guerre du Yémen dans les années 60, hein, déjà. Il faut se souvenir qu'il y a eu une première guerre au Yémen dans les années 60, qui a été longue et déjà meurtrière, où les Saoudiens soutenaient les Haïdites, qui étaient à l'époque les monarchistes, ceux qui étaient hostiles à l'influence du nasserisme qui avait en 1962 renversé l'imam du Yémen. Et donc on avait deux camps qui s'étaient constitués, monarchistes contre républicains. Les Saoudiens à l'époque soutiennent les monarchistes, quand bien même ces monarchistes sont des haïdites, donc des chiites. Les Saoudiens, en théorie, du point de vue de leur idéologie wahhabite, sont anti-chiites. En 1994, toujours au Yémen, vous avez les Saoudiens qui soutiennent les communistes.
Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'un Yémen uni à leurs frontières. Les communistes qui étaient au pouvoir au sud Yémen avant la réunification en 90 font sécession. Ça arrange les Saoudiens parce que ça affaiblit ce Yémen menaçant parce qu'uni. Ils soutiennent les communistes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils font de la réelle politique. Et c'est, à mon avis, une première grande différence avec Daesh. C'est précisément que, là encore, vous avez cet équilibre permanent qui fait que, malgré les points de convergence qu'on peut trouver sur des questions théologiques ou juridiques, on a une différence entre les deux, qui est une différence fondamentale, qui est celle du système politique que propose chaque idéologie. Les Saoudiens n'ont même pas parlé de califat. En Arabie Saoudite, les oulémas ne parlent pas de califat, les princes ne se disent pas califes. Et donc, là aussi, ils s'inscrivent dans une conception un peu différente du politique. Mais le texte de Daoud faisait référence à d'autres choses, c'est-à-dire non seulement à cette vision fanatique, ultra religieuse, et aussi à des pratiques extrêmement violentes. Donc en disant, voilà, Daesh égorge ses otages, l'Arabie Saoudite exécute et décapite et prononce des condamnations à mort à tir-larigot. Le droit des femmes en Arabie Saoudite, c'est épouvantable, etc. etc. La répression politique, et même jusqu'au patrimoine mondial, puisqu'ils sont en train de détruire au Yémen des joyaux du patrimoine mondial, comme Daesh l'a fait à Palmyre. Est-ce que ce parallélisme-là vous semble pertinent, puisque les gens, aujourd'hui, ont encore tous en tête que la quasi-totalité des terroristes du 11 septembre sont de nationalité saoudienne? Il y a une raison assez simple pour le fait que les terroristes du 11 septembre sont de nationalité saoudienne, c'est que c'était beaucoup plus facile d'entrer aux États-Unis quand on avait un passeport saoudien à l'époque. Oui, non, mais c'était plus difficile. Mais je veux dire ça. Donc, c'est pas que. Donc, dans ce parallélisme de l'hyperviolence et de ce mélange du fanatisme religieux, du terrorisme et de la violence sociale que fait Daoud dans son texte, est-ce que là, il n'y a quand même pas quelque chose? Non, il y a une vision. C'est là que je veux dire. Là encore, il faut bien comprendre. Je pense qu'il y a une vision sociétale qui peut être similaire. Simplement, la différence entre les deux, c'est que l'islam saoudien, il n'est qu'une vision sociétale, c'est-à-dire qu'il s'arrête là où commence le politique. Et donc, effectivement, on va se dire, et vous avez raison, la société rêvée des Wahhabites, elle ressemble peut-être en partie à la société rêvée de Daesh. Mais le politique rêvé de l'Arabie, il est très différent, ou du wahhabisme saoudien, il est très différent du politique rêvé de Daesh. Et à mon avis, cette différence, elle est quand même une différence de taille. Ça ne veut pas dire effectivement que dans les pratiques sociales, dans cette espèce d'ultra-conservatisme ou d'ultra-puritanisme, on ne va pas retrouver des éléments de similarité. Mais pour moi, là encore, ce qui quand même fonde Daesh, c'est quand même avant tout le politique. D'ailleurs, Kamel Daoud le dit lui-même, quand il parle de la mère de Daesh, c'est l'invasion américaine en Irak. Bon, les mêmes Américains sont les alliés de l'Arabie Saoudite. On voit bien que si on retrouve des similarités sur le plan sociétal, ou entre guillemets, voilà, de messages socio-religieux, on voit bien que sur le plan politique, il y a une vraie différence. Cette différence, elle n'est pas minime. Et elle tient à quoi, du coup, exactement, cette différence? Elle tient à cet ancien accord, au fait que c'est une monarchie? Enfin, vous dites que... Parce que là, vous n'êtes pas en train de dire que Daesh sera un mouvement purement religieux, alors que l'Arabie Saoudite sera un État bicéphale, comme vous dites, fondé sur un pouvoir religieux et un pouvoir politique. C'est une différence de perception et de manière de mener le politique, mais quelle est-elle alors? C'est une différence qui va se traduire, par exemple, vous voyez, prenez par exemple, moi je travaille sur l'Égypte longtemps, en Égypte, vous avez du salafisme et du djihadisme. Le djihadisme, c'est l'idéologie de Daesh. Le salafisme, c'est l'idéologie de l'Arabie Saoudite, pour simplifier. Vous voyez concrètement que vous avez des gens, effectivement, qui dans les deux cas sont des puritains ultra-conservateurs. Mais dans le premier cas, c'est-à-dire le cas salafiste, ceux qui se rangent à peu près sur la ligne de l'Arabie Saoudite, ils sont des acteurs qui agissent sur la société par le bas, mais qui généralement sont coupés du politique et n'ont pas de prétention politique. Ils sont dans un message, là encore, de reconstruction de ce qui est, de leur point de vue, une société idéale islamique par le bas. Donc avec la diffusion par la prédication d'un message ultra-conservateur, mais qui ne possède pas ce versant politique que possède le message des djihadistes. Djihadistes en Égypte, c'est l'inverse. Les djihadistes, eux, sont avant tout des acteurs politiques qui cherchent à prendre le pouvoir, qui cherchent à le prendre par la violence. Et donc, effectivement, c'est peut-être une différence, pourra-t-on dire, de stratégie. Mais les différences de stratégie, elles ont une importance. Elles sont pas... ne serait-ce parce qu'elles obligent le discours à se repositionner.
L'autre différence, à mon avis, entre Daesh et l'Arabie, c'est que au XXe siècle, vous avez eu en Arabie Saoudite une forme de ce que j'appellerais une sorte d'aggiornamento du salafisme qui s'est produit avec la construction de l'État moderne en Arabie. C'est-à-dire que dans cet équilibre instable entre le politique et le religieux qui est fondateur en Arabie, au XXe siècle, le politique domestique de plus en plus le religieux. Et en particulier, ça va mener à une forme de modération très relative du discours religieux, mais qui a quand même une importance. En XIXe siècle, quand vous écoutez les wahhabites du XIXe siècle, ils vont vous dire les chiites sont des hérétiques, ce sont des non-musulmans, donc effectivement, puisque ce sont des non-musulmans, c'est-à-dire des apostats, puisqu'ils se prétendent musulmans mais ils ne le sont pas, on peut leur appliquer le châtiment réservé aux apostats, donc on peut tous les tuer. Voilà qui va être le discours d'un wahhabite du XIXe siècle, qui n'est pas très différent du discours de Daesh, pour le coup. Au XXe siècle, avec la construction de l'État moderne, les wahhabites, là aussi, sont obligés de se normaliser, ils deviennent partie intégrante d'un État qui, là encore, se veut un État moderne, territorialisé, qui entretient des relations avec la communauté internationale, etc. etc. Ils sont eux-mêmes soumis, là encore, aux contraintes qui leur sont imposées par le politique, et donc ils vont dire les chiites sont de mauvais musulmans, mais ce sont quand même des musulmans. Ce qui explique qu'en Arabie Saoudite, vous avez 10% de chiites. Vous imagineriez mal un État Daesh, vous auriez dans l'État 10% de chiites. Alors, le contre-pied de ça, c'est qu'en Arabie Saoudite, ces 10% de chiites, ils sont malgré tout discriminés, parce qu'ils appartiennent à la minorité des mauvais musulmans. C'est comme ça que vont les voir, va les voir l'islam officiel saoudien. Mais là encore, il y a une différence entre mauvais musulmans et pas musulmans du tout. Parce que ça implique un comportement de la part de l'État qui n'est pas du tout le même. Donc là encore, différence de stratégie, différence de degré, avec peut-être au départ une vision sociétale commune entre les deux. N'empêche que, voilà, ces différences, elles ont quand même une importance, ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas tout mélanger, à mon avis. On peut dire que l'un est un problème, l'Arabie Saoudite est un problème pour certaines raisons, Daesh est un problème pour d'autres raisons. Ouais. Je ne suis pas persuadé que ce soit le même problème. C'est ça que je veux dire. Alors, donc, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui, en France, disent comment se fait-il qu'on soit parmi les meilleurs alliés de l'Arabie Saoudite qui, par ailleurs, financent largement des groupes terroristes en Syrie et a disséminé via ses entreprises religieuses, par exemple dans le Caucase, le wahhabisme et générer le terrorisme. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi les relations aujourd'hui en Syrie entre les Saoudiens et l'État islamique? Je pense qu'il faut revenir là encore sur cette différence. Je pense que les Saoudiens voient l'État islamique comme une menace. Et je pense qu'ils le voient sincèrement comme une menace. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les vidéos de l'État islamique pour s'en persuader. L'Arabie Saoudite fait quand même partie des cibles récurrentes dans le discours de l'État islamique. Et donc les Saoudiens seraient idiots de penser que ces gens-là peuvent être leurs alliés. D'ailleurs, il y a eu des attentats, plusieurs attentats de l'État islamique en Arabie Saoudite, y compris, alors il y en a eu contre les chiites, mais il y en a eu aussi, par exemple, contre une mosquée de la police saoudienne, dans une région sunnite de l'Arabie Saoudite. Donc évidemment, je pense que les Saoudiens ont conscience de ça. Et donc ce qu'on peut leur reprocher, c'est certainement d'être tellement obsédés par la menace iranienne que finalement, c'est une question de hiérarchie des menaces. Les Saoudiens, en particulier aujourd'hui, ont certainement l'impression que l'Iran représente une menace de degré supérieur de leur point de vue à celle de l'État islamique. Ça n'en fait pas des alliés de l'État islamique. Ça veut dire qu'effectivement, ils vont concentrer leurs ressources sur la lutte contre l'Iran. En particulier, aujourd'hui, ils sont au Yémen, persuadés qu'ils mènent une guerre contre un proxy iranien qui sont les Houthis au nord du Yémen. Moi, je pense que les relations entre les Houthis et l'Iran, d'ailleurs, étaient beaucoup plus compliquées que ce que l'Arabie Saoudite voulait voir, mais les Saoudiens étaient obsédés par cette menace d'un proxy iranien ou d'un relais de l'influence iranienne à leurs frontières, ce qui les a amenés à déplacer leurs ressources militaires sur le Yémen, et donc, de fait, à négliger en partie la menace de l'État islamique. Mais là encore, ça n'en fait pas des alliés. Et en particulier, quand on regarde les financements, les financements saoudiens au groupe armé syrien depuis 2011, les Saoudiens ont soutenu pour l'essentiel l'armée syrienne libre. Et de temps en temps... On a même expliqué qu'ils avaient mis la main dessus, qu'ils avaient mis la main sur cette opposition, sur cette frange entre Bachar el-Assad et justement l'État islamique. Absolument, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et puis quand ils ont vu, en gros, que l'armée syrienne libre était en train de se déliter et qu'apparaissait à la droite de l'armée syrienne libre ce qu'on appelait à l'époque le Front islamique,
qui sont des groupes qu'on pourrait qualifier d'islamo-nationalistes, c'est-à-dire que ce sont des groupes islamistes pour certains salafistes, mais qui s'inscrivent dans un cadre national syrien, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ambition, qui vont au-delà de la Syrie, et qui ne souscrivent pas au discours du djihad global, qui est un peu la marque de fabrique de Nusra et de l'État islamique. Les Saoudiens se sont mis à soutenir ces groupes-là, qui pour certains, effectivement, sont des groupes qui sont des groupes islamistes armés, mais des groupes islamistes armés qui s'inscrivent dans un contexte local. Précisément parce que les Saoudiens considéraient que sur le terrain, c'était ceux qui étaient les plus à même de tenir à la fois le combat contre Daesh et le combat contre le régime. Donc là, voilà, les Saoudiens sont dans ce jeu, et là encore, il me semble exagéré de considérer qu'ils ont soutenu l'État islamique, d'autant que l'État islamique n'a pas besoin de financement extérieur pour se soutenir, et là c'est encore un argument il y a une grande exagération sur cette question des financements extérieurs. Ce que vous disent tous les gens qui travaillent sérieusement sur l'État islamique depuis la fin des années 2000, c'est que, puisque l'État islamique était d'abord État islamique en Irak à partir de 2006, puis il est devenu État islamique en Irak et en Syrie après 2013, dès la fin des années 2000, l'État islamique, il est autofinancé, très largement. Il est autofinancé parce que précisément, il fonctionne comme un État, il lève des impôts, et ce qu'il obtient comme ressources à travers la taxation ou l'extorsion, là encore, il contrôle les champs de pétrole. Et le contrôle des champs de pétrole est beaucoup plus important que ce que peuvent lui fournir des parrains extérieurs. Donc là encore, je veux dire, c'est pas... L'Arabie Saoudite pêche par cette relative négligence par rapport à l'État islamique du fait de son obsession iranienne. Elle pêche, on peut ajouter, parce que du fait de ses équilibres internes, il y a des acteurs religieux en Arabie Saoudite qui échappent en partie au contrôle du pouvoir. On a souvent l'image de l'Arabie Saoudite comme un État policier, monolithique, policier, où tout est contrôlé. Bon. En fait, cette bicéphalité de l'État saoudien, ce fait que vous avez en fait une sphère du politique et une sphère du religieux qui n'ont pas les mêmes logiques et pas les mêmes enjeux qui coexistent, ça ouvre des espaces pour toute une série d'acteurs qui vont être des acteurs que j'appelle islamistes, qui généralement sont tolérés en Arabie Saoudite parce qu'ils ont une protection dans l'establishment religieux, parce que pour certains, ils sont assez populaires, ils ont une vraie base populaire, et donc le pouvoir est un peu réticent à les réprimer, parce que le pouvoir considère que ça lui coûterait en termes de légitimité religieuse. Et effectivement, un certain nombre de ces acteurs, eux, vont être beaucoup plus flexibles dans leurs alliances. Et pour certains, vont rassembler des dons pour soutenir des groupes de manière privée à l'étranger, avec... je dirais pas la bienveillance, on va dire l'indifférence ou la négligence des autorités saoudiennes. Moi, je pense que c'est, pour avoir suivi un certain nombre de ces acteurs, c'est surtout Nusra qui bénéficie de ces financements. Ouais. Et peu l'État islamique, qui est assez peu populaire, en vérité, en Arabie Saoudite, parmi les figures de l'élite religieuse, y compris de l'élite islamiste. Nusra, c'est plus compliqué. Nusra, c'était vraiment construit une vraie popularité. Et là, on a pu voir des mouvements... Nusra, qui est souvent présenté comme la filière Al-Qaïda en Syrie. Absolument. Alors, ce que vous nous dites là, c'est que d'une certaine manière, les Saoudiens seraient des alliés des États-Unis, de la France, dans la crise syrienne. Entre Assad et l'État islamique. Ah ben, ils sont sur la même position que la France sur la crise syrienne. Et alors... la grande différence entre les politiques françaises et saoudiennes sur la Syrie aujourd'hui, c'est que dans les deux cas, le soutien va prioritairement aux groupes de l'opposition armée. On n'est pas tout à fait d'accord entre Français et Saoudiens sur les groupes en question. C'est-à-dire que les Français considèrent qu'il y a certains groupes, par exemple la Harar al-Sham, pour ceux qui suivent, qui est un groupe salafo-nationaliste, qui est un groupe assez puritain, assez dur dans son message religieux, mais là encore qui inscrit son action dans le cadre de la Syrie et qui ne souscrit pas à la rhétorique du djihad global. Bon, ce groupe-là, les Saoudiens vont volontiers le soutenir. Les Français sont un peu plus embêtés. Ils préfèrent limiter leur soutien à des groupes plus libéraux, entre guillemets, séculiers. Oui, héritiers de l'opposition laïque, du mouvement pacifiste de 2011. C'est ça, c'est ça. Donc sur ça, effectivement, c'est sur ces nuances-là, qui sont plus que des nuances, parce qu'Ahrar al-Sham, c'est quand même 20 à 30 000 combattants, c'est-à-dire à peu près autant que Daesh en face, donc c'est plus que des nuances, mais c'est sur ces questions-là qu'il va y avoir une divergence. Comment vous expliquez le spectaculaire rapprochement de la France et de l'Arabie Saoudite depuis l'élection de François Hollande?
Et on l'a encore vu à la mi-octobre avec le voyage de Manuel Valls, proclamant et annonçant 10 milliards de contrats signés avec Riyad. Mais comment se fait-il qu'il y ait un rapprochement aussi spectaculaire et aussi publiquement affiché? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est politique en particulier, qui est qu'effectivement, sur un certain nombre de grands dossiers, il y a une certaine convergence entre les positions françaises et les positions saoudiennes. En tout cas, à l'époque, c'était clairement le cas. Sur la Syrie, les Saoudiens et les Français étaient dans le même camp. Sur l'Iran, la position un peu jusqu'au boutiste de Fabius sur les négociations sur le nucléaire avait beaucoup plu aux Saoudiens qui soutenaient à peu près la même position et donc considéraient que la France, en s'opposant le plus possible à l'accord, défendait leurs intérêts. Donc voilà, sur un certain nombre de dossiers... Sur Israël-Palestine, avec sur le plan de paix Abdallah. Absolument. Et puis sur Israël-Palestine, là aussi, il faut se souvenir que l'Arabie Saoudite soutient l'OLP et pas le Hamas. On oublie souvent que sur ces dossiers-là, l'Arabie Saoudite est plutôt dans le même camp que les Occidentaux, pour une raison simple que j'ai évoquée tout à l'heure brièvement, mais les Saoudiens détestent les islamistes. Ça semble aberrant pour probablement une partie des gens qui nous regardent, parce que pensent que l'Arabie Saoudite est islamiste. Là encore, l'Arabie Saoudite a très peur des islamistes, parce que précisément, ce sont des concurrents. Ce sont des gens qui ont un message religieux qui est aussi politique, et qui est menaçant pour eux, parce que les Saoudiens veulent que le message religieux reste religieux, puisque les princes sont ceux qui font de la politique en Arabie. Et donc les frères musulmans... Quand vous dites les islamistes, c'est à la fois les frères musulmans ou des mouvements comme Daesh. Ou des mouvements comme Daesh, allant tout le spectre des modérés jusqu'aux radicaux. Les Saoudiens en ont très peur. Donc vous aviez écrit un long article à ce sujet qu'on avait d'ailleurs publié dans Mediapart et qui était extrait d'un livre coordonné par Pierre Puchot sur les frères musulmans, où vous racontiez un peu l'historique de cette relation et la rupture intervenue ces 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'ils considèrent les frères musulmans comme des terroristes. C'est ça, c'est ça. Il y a eu au départ jusqu'en 1990 une relation très étroite entre l'Arabie Saoudite et les groupes islamistes dans le monde, et en particulier les frères musulmans, qui avaient été accueillis en Arabie Saoudite par milliers ou par dizaines de milliers dans les années 50 et 60, à l'époque de la répression des régimes nationalistes arabes en Égypte et ailleurs à l'encontre des islamistes. Donc à l'époque, l'Arabie Saoudite leur avait donné refuge et les avait utilisés, c'était plus que leur donner refuge, elle les avait utilisés dans ses universités, dans ses administrations, on les retrouvait un peu partout. 90, c'est vraiment la rupture parce que c'est la guerre du Golfe, Saddam Hussein envahit le Koweït, et les Saoudiens font appel aux Américains pour les protéger et pour libérer le Koweït, et les frères musulmans refusent en grande majorité cette décision, quitte quelquefois même à se ranger de manière plus ou moins ouverte dans le camp de Saddam. Pour les Saoudiens, c'est une trahison. Les frères musulmans qu'ils ont soutenus depuis 30 ans leur ont planté un poignard dans le dos. Et dès lors, c'est une haine qui ne fait que croître. En 2002, par exemple, le prince Naïef, qui est ministre de l'Intérieur, quand il est interrogé sur le 11 septembre, Al-Qaïda, etc., il explique tout ça, c'est la faute des frères musulmans. La thèse du prince Naïef, c'est de dire, nous, effectivement, on était notre wahhabisme, il était très contrôlé, il ne se passait rien du tout. Puis les frères musulmans sont venus, on a été politisés, et cette politisation a mené à l'émergence de tous ces groupes radicaux qui aujourd'hui posent problème. Ça, c'est la thèse des autorités saoudiennes. Mais ça vous montre que dès cette période-là, ils se méfient radicalement des frères musulmans et des groupes islamistes. En Égypte, ils vont aller jusqu'à comploter contre Morsi, parce que maintenant on sait que l'action de l'Arabie Saoudite pour faire tomber Morsi, elle date d'avant la chute de Morsi. C'est pas un hasard si 4 jours après la chute de Morsi, l'Arabie, les Émirats Arabes Unis et le Koweït annoncent 12 milliards de dollars d'aide à l'Égypte, parce que ça a été décidé avant. C'était justement ce que les Saoudiens ont promis aux militaires égyptiens en échange du renversement de Morsi. Donc là encore, voilà, ça explique aussi, pour revenir sur la Syrie tout à l'heure, la position saoudienne sur la Syrie. Islam, oui, islam conservateur sans problème, islam politique, non. C'est à peu près ça les données de l'équation du point de vue de Riyad. C'est les relations avec le Qatar ? Alors les relations avec le Qatar, du coup, jouent dans tout ça parce que le Qatar, lui, en 2011, a voulu... le Qatar est un tout petit pays qui a une politique un peu mégalomane et qui s'est dit on va chevaucher la vague de l'histoire. C'était un peu ça l'idée des Qataris. L'histoire, c'est les printemps arabes, ce sont les révolutions. On va être le porte-étendard des révolutions arabes à travers Al Jazeera et puis leur politique. Et puis très vite, les Qataris se sont dit
porte-étendard des révolutions arabes, d'accord, mais qui va gagner dans cette histoire? Le calcul des Qataris en 2011, ce sont les islamistes qui vont gagner. Ce sont les frères musulmans. Et les frères musulmans. Les frères musulmans vont gagner. Et les Qataris qui aiment bien être dans le camp des vainqueurs, on peut toujours penser, c'est comme les équipes de foot pour le Qatar. C'est à peu près le même jeu. Le Qatar achète le PSG et garde le PSG tant que le PSG gagne. Je peux vous jurer que si le PSG se met à perdre, ils vont le revendre. C'est à peu près la même chose avec les islamistes. Ils ont soutenu les islamistes en considérant qu'ils étaient ceux qui allaient l'emporter, que donc ça allait devenir un relais d'influence. Et donc ça va énerver terriblement l'Arabie Saoudite, qui déjà a des relations tendues avec le Qatar, parce qu'elle voit d'un très mauvais œil cette politique d'influence, un peu mégalomane. Oui. C'est comme, il faut imaginer la réaction de l'Arabie Saoudite, c'est comme si Monaco se mettait à faire de la concurrence à la France en politique étrangère. En tout cas, c'est comme ça que les Saoudiens voient le Qatar. Le Qatar, c'est Monaco pour eux. Et donc, du coup, ça les énerve au plus haut point. Donc, évidemment, ils ont des options de politique étrangère qui sont très différentes. Et donc, tout ça va alimenter cette haine à l'égard des frères musulmans et du Qatar ensemble. Mais le Qatar, aujourd'hui, a changé de position. C'est-à-dire, pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, le Qatar soutient les islamistes quand ils pensent qu'ils vont gagner. Quand ils considèrent qu'au contraire, ils sont plutôt en position de faiblesse, le Qatar va se calmer un petit peu. Et depuis 2015, l'Arabie Saoudite, avec le roi Salman, puisque l'Arabie Saoudite a changé de roi, a fait un pas vers le Qatar, et le Qatar a fait un pas vers l'Arabie Saoudite. Donc ces deux pays qui étaient des rivaux historiques dans le Golfe, depuis à peu près 8 mois, sont en de meilleurs termes. On vous entend et je pense que c'est très important, surtout en ce moment, de faire cette distinction que vous faites entre djihadisme et salafisme. Même s'il y a des référentiels religieux communs entre ces deux formes politiques, et religieuses justement. Néanmoins, il y a quand même eu un moment, et notamment dans les années 80-90, où partout dans le monde, on a vu une diffusion du salafisme, du wahhabisme, à travers quand même la manne financière de l'Arabie Saoudite, le pouvoir religieux. Maintenant, on emploie le terme salafisme comme si tout le monde le connaissait, mais quand vous avez commencé vos travaux sur les salafistes, et même il y a 10 ans, personne ne savait trop ce que ça voulait dire. Alors, je veux bien qu'on fasse la distinction importante entre djihadisme et salafisme, mais est-ce que vraiment le salafisme est complètement différent, parce qu'on sait bien qu'aussi, il y a des contiguïtés, des passages, et que donc, est-ce qu'on peut dire que l'Arabie Saoudite a quand même contribué à donner une teinte très conservatrice à un islam, y compris hors des frontières de l'Arabie Saoudite? Et est-ce que, deuxième question, ça permet pas quand même, du coup, des saillies djihadistes ici et là? Alors, première question, indéniablement. Ça fait partie de ce pacte fondateur entre les religieux et les princes en Arabie Saoudite. C'est que, encore pour revenir à cette bicéphalité, parce que c'est vraiment structurel pour comprendre l'Arabie Saoudite, les religieux, au XVIIIe siècle, quand l'Arabie Saoudite est fondée, donnent aux princes la légitimité religieuse dont ils ont besoin et leur disent « vous faites ce que vous voulez en politique, on vous soutiendra ». En échange, vous appliquerez l'islam tel qu'on le conçoit, nous, dans la société saoudienne, et vous nous donnerez les moyens de diffuser le message hors des frontières. Ce pacte, il tient depuis 250 ans. Alors évidemment, au départ, l'Arabie Saoudite, c'est un État qui n'a pas les moyens de soutenir financièrement l'expansion de son message religieux. À partir des années 60-70, l'Arabie Saoudite en a les moyens. Et donc vont se créer à cette époque toute une série d'organisations et d'institutions basées en Arabie Saoudite, que ce soit la Ligue islamique mondiale, l'Université islamique de Médine, qui sont des institutions dont la fonction est prosélyte, c'est-à-dire alors dans le cas de l'Université islamique de Médine, c'est en formant des imams qui viennent avec des bourses données par l'Arabie Saoudite et qui repartent dans leur pays d'origine avec cette vision salafiste. Dans le cas de la Ligue islamique mondiale, c'est de la distribution de littérature qui se fait à travers le monde. Ça a eu un impact réel dans ce qu'est l'islam aujourd'hui. Je pense que l'islam aujourd'hui... Y compris dans des territoires qu'on voit moins, c'est-à-dire l'Asie, l'Indonésie... Partout. Depuis 50 ans, les Saoudiens ont redéfini en partie la norme islamique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans un pays comme l'Égypte, qui est plutôt historiquement un bastion de l'islam concurrent, l'islam traditionnel, lié à la grande université Al-Azhar, qui est précisément anti-salafiste par nature, dans ce pays-là, après 40 ans d'influence saoudienne, vous avez un parti politique salafiste qui, en 2011, fait 30% aux élections. Dans un retournement tout à fait imprévu de salafistes qui entrent en politique, même si, à mon sens, le fait qu'ils soient aujourd'hui du côté du général Sissi et ont soutenu le coup d'État, vous montre bien que les salafistes font de la politique de manière très différente à celle des frères musulmans, puisque là, ils se sont rangés du côté du pouvoir de nouveau. Mais, effectivement, pour ce qui est du religieux, ça a eu un impact majeur.
mais ce n'est pas le même problème. C'est ça que j'essaye de dire. Je pense qu'on peut considérer que le salafisme pose des problèmes, il en pose. On peut considérer que le djihadisme pose des problèmes, il en pose évidemment. Mais simplement, l'idée, c'est de ne pas confondre les problèmes. Si vous prenez le cas de la France, en France, vous avez une communauté salafiste qui est une communauté ultra-puritaine, qui fait penser à ce qu'on trouve dans d'autres religions. Ça peut être les ultra-orthodoxes dans le judaïsme, ça peut être les Amish dans le christianisme. C'est-à-dire des communautés qui sont des communautés fermées, qui vivent avec des conceptions ultra-conservatrices, ultra-puritaines de l'islam. Donc en l'occurrence, ça va s'appliquer sur les relations hommes-femmes, les pratiques sociales qui vont être les leurs, etc. Ça pose un problème réel pour le vivre ensemble républicain. C'est des gens qui, précisément, se posent en rupture. Ils veulent se mettre à l'écart. C'est un problème différent du problème de gens qui veulent prendre les armes et qui posent un problème sécuritaire, comme dans le cas de ce qu'on a vu récemment. Et on voit que la plupart du temps, en fait, si vous regardez les profils des gens qui ont perpétré les attentats à Paris récemment, ils ne sont pas passés par ces cercles. Généralement, pour prendre la formule d'Olivier Roy récemment, hein, ils se sont radicalisés avant de s'islamiser. Enfin, il y a on n'est pas dans une radicalisation de l'islam, mais dans une islamisation de la radicalité, comme il le disait. Donc, c'est pas pour dire que l'un et l'autre posent pas des problèmes. Moi, ce que j'essaye de dire simplement, c'est que c'est pas les mêmes problèmes et qu'apporter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet quand même passerelle ou sas? On peut prendre un autre exemple qui est celui de la Tchétchénie, où c'était un islam très ouvert, des confréries soufistes extrêmement modérées, ouverts sur la société, etc. Et on a vu, à la fin des années 90, arriver massivement le wahhabisme financé par l'Arabie saoudite, et je dirais la guérilla d'indépendance se transformer en guérilla djihadiste. Donnant du coup quelques arguments à Vladimir Poutine quand il disait « je vais aller buter les terroristes jusque dans les chiottes », puisque effectivement la guérilla en Tchétchénie avait changé de nature et était beaucoup moins une guérilla d'indépendance sur des combats nationalistes qu'une guérilla devenant de type djihadiste sous l'influence d'années et d'années de rigorisme wahhabite progressivement installé dans le Caucase. Donc là, il y a un effet sas ou passerelle. Il peut y en avoir, mais là encore, je pense que ça n'explique pas, le salafisme n'explique pas l'histoire du djihadisme. D'ailleurs, si vous remontez aux origines de ce qu'on appelle le djihadisme aujourd'hui, c'est-à-dire cette action violente au nom de l'islam, avec un programme qu'on pourrait dire totalitaire pour instaurer un État islamique pur et dur, quelqu'un comme Saïd Qutb dans les années 50-60, qui est le fondateur idéologique de ce courant en Égypte et qui va jusqu'à aujourd'hui être considéré comme l'inspirateur de tous ces gens-là, il n'est pas salafiste. Il n'a jamais été soumis à cette propagande saoudienne. Donc, il y a quelquefois, évidemment, dans un monde où le salafisme devient de plus en plus influent sur la norme islamique, va évidemment y avoir des rencontres. Il y a évidemment, on peut dire aussi, certains textes qu'on va retrouver en commun, que les djihadistes et les salafistes ne lisent pas de la même manière. Mais ils vont partager certains textes. Mais là aussi, dans l'islam, il est courant qu'on partage certains textes dans différents courants qui sont lus de différentes manières. Mais là encore, si vous remontez même à l'histoire du djihadisme d'Al-Qaïda, après Saïd Qutb, la salafisation du djihadisme, elle est plutôt postérieure à sa naissance. C'est-à-dire que c'est plutôt dans les années 90 que le message djihadiste va être redéfini ou réécrit à partir des concepts du salafisme. Le djihadisme n'a pas eu besoin du salafisme pour exister. Le salafisme va lui donner ensuite certainement des éléments de rhétorique qui vont être intégrés et qui vont faire corps avec le djihadisme pour former ce qu'on appelle des fois le salafisme djihadiste. C'est-à-dire qu'effectivement, le djihadiste va relire certains des textes du salafisme, les lire différemment, et en particulier politiser cette logique de rupture qui est celle du salafisme, puisque la rupture chez les salafistes, c'est une rupture sociétale, c'est la rupture entre, on fait communauté à l'écart de la communauté mécréante. Les djihadistes vont peut-être utiliser ça et en faire une lecture politique, et que ce soit plus une rupture sociétale, mais une rupture politique. Mais là encore, ce que je veux dire, c'est que ces problèmes peuvent se nourrir l'un de l'autre. C'est pas le même problème.
Et je pense que là encore, c'est extrêmement important quand on voit la manière dont l'État français aujourd'hui réagit au problème du djihadisme. C'est de pas tout mélanger. Pas tout mélanger parce que c'est contre-productif de tout mélanger. C'est pas les mêmes réponses qu'on doit apporter dès lors qu'on a identifié des problèmes différents. Et au contraire, mélanger les réponses, c'est-à-dire donner la réponse qui est apportée au djihadisme à un problème qui est de nature différente qu'est le salafisme, ça ne peut que mener à des confusions et potentiellement à des radicalisations en vérité. Donc voilà, c'est ça le... Mais alors vous dites l'État islamique s'autofinance. Mais le début de l'État islamique, c'est quand même le nord de l'Irak. Quand il arrive à rallier à lui toute une série de très grandes tribus sunnites qui s'estiment martyrisées par le pouvoir de Maliki, premier ministre chiite irakien. Est-ce que dans ce moment-là précis, il n'y a pas eu un soutien des Saoudiens aux grandes tribus sunnites du nord de l'Irak ayant facilité ce ralliement à l'État islamique? Et plus largement, ce que vous nous expliquez finalement, c'est que ni l'Arabie saoudite ni le Qatar n'ont aidé directement ou indirectement à l'émergence et à la montée en puissance de l'État islamique. C'est ça que vous nous dites ou... Oui, on peut dire indirectement si vous voulez, parce que ils l'ont jamais directement combattu précisément parce qu'ils avaient toujours d'autres priorités. Donc indirectement, pourquoi pas. Directement, à mon sens, non. Après, par exemple, un groupe comme Al-Nusra, dont une partie des membres va fonder l'État islamique en 2013, que ce groupe il a été soutenu avant 2013, et que donc indirectement des fonds soient passés par ces gens qui ont rejoint l'État islamique, pourquoi pas? Que des brigades qui ont été soutenues et qui se sont ralliées à l'État islamique. L'État islamique, oui, c'est ça. Ça peut passer par des mécanismes comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, là encore, en connaissance de cause, Qataris et Saoudiens ne vont pas signer un chèque à Aboubacar al-Baghdadi. Enfin, ils ne sont pas fous. C'est ça que j'essaye de dire. Maintenant, il y a des logiques plus complexes qui vont profiter à l'État islamique. Et l'État islamique s'inscrit dans un vide. C'est que, là encore, un papier très intéressant sur ça, la force de l'État islamique, c'est qu'il n'est l'ennemi préféré de personne. Tout le monde a un autre ennemi. Il est l'ennemi secondaire de tout le monde. Sauf de la France maintenant. Voilà, sauf de la France. Tout le monde a un autre ennemi à combattre. Ça ne veut pas dire que ceux qui combattent un autre ennemi ne considèrent pas l'État islamique aussi comme un ennemi. Simplement, ils ont d'autres priorités. Donc l'État islamique a pu se construire dans ce vide, tout simplement. Moi, j'aurais une dernière question, peut-être pour envisager, non pas une solution, mais parce que vous dites bien qu'il y a quand même des problèmes liés à la salafisation, à l'expansion aussi d'une vision salafiste. Est-ce que vous repérez en Arabie Saoudite, qu'on décrit toujours comme un monolithe, des vecteurs endogènes de changement? Est-ce qu'il y a des contradictions, des tensions qui pourraient faire émerger une autre Arabie Saoudite que celle qu'on connaît? Oui. En Arabie Saoudite, vous avez des mouvements de contestation de l'ordre religieux qui, pour certains, le contestent parce qu'ils le trouvent trop mou. Donc vous avez des gens qui se situent à la droite et qui précisément ne seraient pas très loin de la ligne de l'État islamique en disant ce qu'il nous faut c'est un modèle pur et dur, et donc ce mélange de politique et de religieux, ce politique qui s'immisce partout, là où de leur point de vue il ne devrait y avoir que du religieux, pour eux c'est un problème. Donc vous avez cette opposition-là, et puis vous avez une opposition qui se situe plutôt à gauche, qui elle dit au contraire, il faut réinventer le salafisme, et qui s'inscrit dans le débat à partir du salafisme, donc avec les mêmes outils. C'est souvent des gens qui ont été formés dans les universités religieuses saoudiennes, donc qui maîtrisent les outils du débat religieux saoudien, et qui à partir de ces outils vont essayer de redéfinir la place du religieux par rapport aux politiques, vont proposer des choses qui sont effectivement assez surprenantes quand on les lit. Il y a tout un mouvement qui s'était constitué en Arabie Saoudite autour de ces gens, qui pour beaucoup étaient des religieux, qui demandaient la transformation de l'Arabie Saoudite en une monarchie constitutionnelle, avec un parlement élu, et qui alignait des citations religieuses, y compris des citations tirées d'ouvrages comme Ibn Taymiyyah, qui est souvent vu comme un juriste théologien du XIIIe, XIVe siècle, qu'on présente effectivement souvent comme l'un des inspirateurs du salafisme moderne. Bon, bah, eux vont prendre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a tellement écrit que dans Ibn Taymiyyah on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Ils vont prendre du Ibn Taymiyyah, ils vont prendre des citations qui montrent au contraire que l'Arabie Saoudite devrait plutôt se démocratiser, etc., à partir d'un discours religieux, et remettre en cause la nature autoritaire du discours salafiste qui s'exprime aujourd'hui en Arabie. Et moi je voudrais finir sur ce point. Je pense que on a raison de critiquer la politique de la France à l'égard de l'Arabie Saoudite, mais
À mon avis, il y a quelque chose qui nous échappe souvent, c'est que le problème n'est pas seulement un problème de l'Arabie Saoudite comme État religieux, c'est un problème de l'Arabie Saoudite comme État autoritaire. Et moi, je m'étonne souvent qu'on soit plus prompt à s'émouvoir de ce qui se passe en Arabie Saoudite que de ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Un régime qu'on soutient tout autant, qui est d'ailleurs allié de l'Arabie Saoudite, comme quoi ça vous montre à quel point les Saoudiens sont pragmatiques, puisqu'ils sont alliés, on l'a vu tout à l'heure, avec un régime qui, au contraire, se pose sur une ligne anti-islamiste radicale. Bon ben, les Français soutiennent l'un et l'autre, et pour moi, c'est ce soutien au régime autoritaire qui pose problème, au-delà d'aller regarder les nuances des uns et des autres. C'est ça qui était la leçon des printemps arabes. C'est ce qu'on avait commencé à se dire en 2011, on avait fait un début de mea culpa. Le problème dans le monde arabe, c'est l'autoritarisme. Oui, mais sur l'Arabie Saoudite, il y a un débat qui est beaucoup plus vieux, et sans remonter aux années 70, au premier choc pétrolier, il y a un débat très clairement qui est sur la table depuis le 11 septembre. Et quand les Américains, meilleurs alliés de l'Arabie Saoudite, découvrent que les attentats viennent non pas du cœur du régime saoudien, mais peut-être du cœur d'une partie de la société saoudienne. Et à partir de 2001, ce débat-là a lieu. Donc c'est un débat quand même récurrent et vieux sur comment se fait-il que la France, qui visiblement tente de prendre la place des États-Unis depuis 2010-2012, tente de prendre la place des États-Unis comme allié privilégié et principal des Saoudiens, voilà, n'a pas la mémoire de ce débat. C'est peut-être plus problématique que l'Égypte, parce que plus ancien. Non, alors après, il y a la raison économique. Tout à l'heure, j'étais parti sur les raisons politiques de cette alliance entre la France et l'Arabie Saoudite. Les raisons économiques sont évidemment fondamentales. On a un gouvernement qui, évidemment, mise beaucoup sur l'économie, puisqu'il a expliqué qu'il serait jugé sur ses résultats économiques. Tout est bon à prendre dans ces cas-là. C'est vrai que les Saoudiens sont assez généreux en contrats, en achat d'armes. Ils achètent même des armes pour les autres. Vous avez vu qu'ils achètent des armes pour les Égyptiens, ils achètent des armes pour l'armée libanaise. C'est eux qui payent la facture des navires Mistral, oui. Probablement. Ça va être probablement être le cas, parce que je ne vois pas comment les Égyptiens pourraient, dans l'état actuel de leurs finances, se payer les navires Mistral. Donc ça, c'est un cadeau que l'Arabie Saoudite fait à l'Égypte. Donc voilà, au bout du compte, ce sont les Saoudiens qui tiennent les cordons de la bourse. Ça joue évidemment beaucoup plus que tous les autres débats, même, à mon avis. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Lacroix. J'ai cité deux de vos livres. Il y a aussi, si on veut vous lire en anglais sur l'Arabie Saoudite, vous avez participé à un livre collectif dont vous nous rappellerez les références. Qui s'appelle Saudi Arabia in Transition, l'Arabie Saoudite en transition, qui est publié chez Cambridge University Press au début de l'année 2015, avec deux collègues, Bernard Eichel de Princeton et Thomas Egamer de l'Université d'Oslo en Norvège. Merci beaucoup. On retrouvera toutes ces références. À très bientôt.